Votre magazine est préparé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour, pour ce nouveau numéro de Au cœur de l'économie, nous nous trouvons ici dans les docks d'Artifé situés sur les quais Jules Ferry. Artifé regroupe à peu près 130 artisans et donc le thème du jour, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est l'artisanat d'art en Nouvelle-Calédonie. Comment nos potiers, comment nos lapidaires, comment nos sculpteurs s'y prennent-ils pour faire face à la concurrence asiatique et comment s'y prennent-ils aussi pour transmettre leur savoir-faire. Et donc je vous propose qu'on en parle tout de suite avec notre invitée Marie-France Buchy. On a le plaisir de retrouver dans notre studio mobile planté ici au sein de Dock Artifé, Madame Marie-France Buchy. Madame Marie-France Buchy, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous êtes présidente de l'APAC. En quelques mots, l'APAC c'est quoi? C'est l'association professionnelle des artisans d'art calédoniens. Et donc l'APAC c'est une des deux composantes de l'Artifé? Oui. À l'intérieur d'Artifé, vous avez deux associations, l'association FE et l'APAC. Et au-dessus, Artifé chapeaute la gestion de ce dock. Alors Madame Buchy, ici au pays, en Nouvelle-Calédonie, on dénombre 438 artisans d'art. Comment vous définissez un artisan d'art? Alors un artisan d'art pour moi déjà c'est un artisan, c'est le travail des mains, travailler de ses mains, pardon. Et l'art, c'est aller au-delà des techniques, arriver sur un artisanat autre, qui n'a plus rien à voir. Donc concrètement, un artisan d'art, ça peut être un peintre, quelqu'un qui tresse des nattes, un lapidaire ou un bijoutier. Bien sûr, dans l'artisanat d'art, vous avez la gravure sur verre, vous avez plein d'autres métiers, tailleur de pierre, sculpteur, les sculpteurs. Déjà, les sculpteurs, même les peintres. Donc ici au Dock Artifé, par exemple, on retrouve combien de professions, combien d'activités différentes? Alors, les activités, je ne saurais pas répondre. Mais par contre, nous sommes à peu près 150 personnes. 150 à l'intérieur de ce dock. Okay. Et ça va de la sculpture Ça va de la sculpture au tressage. C'est vrai, parce que derrière nous, on voit des robes, on voit... Ah oui. De toute façon, chacun a sa place. Hein. Une couturière, elle rentre dans les métiers d'art. Mais il n'y a pas que des métiers, c'est pas que l'art aussi. C'est aussi pour l'artisanat tout court, à condition que ça soit très professionnel. Okay. Donc je rappelle... Et que ça soit fabriqué ici. Excusez-moi. C'est rien, mais je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes vous-même artisan d'art, vous êtes lapidaire. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce métier? Alors, je n'ai pas commencé par la pierre, j'ai commencé par la nacre. Et la nacre m'a permis de découvrir toutes les techniques de base de certaines matières. Mais ça m'a aussi permis d'arriver à la pierre, de découvrir d'autres techniques pour en fait augmenter ma gamme de présentation et découvrir surtout une autre matière qui après, j'en ai fait mon métier pendant 35 ans. Alors pourquoi la pierre? Eh bien parce que la pierre ça parle. Parce que la pierre déjà c'est du pays, c'est 100% calédonien. Que la pierre, quoi qu'on puisse en dire, la pierre c'est magique. C'est une découverte. À chaque fois quand je coupe une pierre, en fait, je sais ce qu'il y a dedans au départ, mais quand je coupe une pierre, je sais plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la découverte, elle est telle, et c'est là où ça se décide quel objet je vais faire. Voilà, c'est pas moi qui décide de ce que je vais faire de cette pierre, c'est elle qui me parle et qui me dit tu en feras ça. Vous vous laissez guider par la matière. Tout à fait. Oui. Alors, on l'a dit, Madame Buchy, ici au pays, c'est 438 artisans d'art et ça représente à peu près 4,2% de l'artisanat en général en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a beaucoup de travail pour développer l'artisanat au pays. Les artisans en général en Nouvelle-Calédonie rencontrent beaucoup de difficultés, notamment vis-à-vis de la concurrence et de l'importation. Pardon. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce reportage que j'ai tourné moi-même. On est allé à la rencontre de Johan. Johan qui est un sculpteur sur Bourail et il nous partage un petit peu son sentiment par rapport à ça, par rapport à la concurrence, par rapport à son métier. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble. Johan est sculpteur depuis presque 15 ans. Il est aujourd'hui basé sur Bourail et son activité lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.
Le sculpteur et sa femme, elle-même artisan, exposent et vendent dans des salons, dans des marchés, dans des foires ou encore ici à Artifé, mais il leur est presque impossible d'exposer et de vendre dans des lieux tels que le marché de Nouméa, le quai Jules Ferry où les croisiéristes débarquent, et encore moins dans les curios. En Nouvelle-Calédonie, c'est absurde, on arrive à un point où est-ce que moi, sculpteur, je ne peux plus sculpter de cagots, je ne peux plus sculpter de chambranles ou de flèches fêtières parce que je fais face à la concurrence étrangère qui est inconcurrençable, quoi. Je ne peux pas faire des cagots, ils sont vendus beaucoup moins cher dans tous les curios de Nouméa et c'est pas fait localement. Si Johan sculptait et vendait de telles flèches fêtières, il devrait les vendre 3 fois plus cher. Une protection de marché, comme cela se fait déjà au pays pour le riz, le chocolat ou d'autres produits manufacturés ou assemblés en Nouvelle-Calédonie, serait donc nécessaire. Johan souhaite aussi que certains signes identitaires du pays soient protégés, à l'image de ce que font le Vanuatu pour les tambours d'Ambrym ou encore la Nouvelle-Zélande pour la marque de la fougère. On pourrait nous aider au niveau de la protection du marché, on pourrait, comme ça se fait déjà pour les légumes ou les sociétés de transformation alimentaire. Donc par des mesures comme ça, on ne demande pas d'avoir de l'argent, on demande d'avoir des aides au niveau de la protection du marché, en fait, c'est surtout ça, quoi. Le chambranle, les flèches fêtières, le cagou, le mot Nouvelle-Calédonie tout simplement. Tout ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on peut protéger parce que c'est endémique et ça n'existe qu'ici, ça on peut déjà, c'est très facile de le faire protéger, de dire non, on interdit tout ça. Donc déjà par des mesures comme ça qui sont facilement mises, qui sont faciles à mettre en œuvre, on pourrait nous donner un autre souffle, donc ça nous donnerait des niches dans lesquelles on pourrait travailler. Par exemple, on serait sûr que le cagou c'est quelque chose de rentable. Le tourisme est dit la deuxième force économique du pays et selon l'artiste, l'artisanat d'art peut donner plus de poids au secteur. En tant qu'artisan d'art, on rentre dans la logique de l'après-nickel, dans le sens où est-ce qu'on participe à faire vivre la culture de la Calédonie, on est des représentants d'un savoir-faire qui existe ici. Et dans le monde de demain, où est-ce que le nickel ne sera plus extrait, le tourisme, c'est la clé de l'après-nickel. Il faut proposer aux touristes quelque chose, il faut lui proposer de la consommation. Donc si on lui propose que des produits manufacturés ailleurs qui enrichissent finalement les pays étrangers, nous on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas fabriquer de l'argent ici en Calédonie si on donne l'argent à l'étranger, c'est pas possible. Selon la Chambre des métiers et de l'artisanat qui accompagne les artisans, l'artisanat d'art en général doit encore se développer pour produire en quantité nécessaire et travailler avec les commerçants de la place. Pourquoi dans les curios on voit que de la production importée? Il y a certainement des accords à trouver avec des commerçants qui, eux, seraient certainement en demande de produits locaux. Encore faut-il qu'ils puissent avoir une production régulière, un approvisionnement régulier de ces produits locaux et qu'ils puissent, eux, gagner leur vie aussi sur ces produits locaux plutôt que sur des produits importés. Madame Bassé rejoint le sculpteur de Bourail dans la nécessité de créer un véritable label calédonien. Au niveau collectif, ce qu'on envisage de faire, c'est de développer une marque qui représenterait la production d'artisanat d'art calédonienne, de façon à pouvoir se différencier des produits importés. L'idée n'est pas de contrer, mais de se distinguer. Et derrière cette marque, c'est les valeurs de l'artisanat d'art calédonien, c'est des histoires des hommes et ce qu'ils véhiculent dans leurs produits qu'on veut pouvoir représenter. Ça serait une sorte de label 300% calédonien, entre guillemets, quoi, qui serait plus reconnu que le simple label 100% calédonien qui englobe, à mon sens, trop d'activités seulement d'assemblage. En final, on produit calédonien, mais pas avec des produits calédoniens. C'est plutôt de l'assemblage calédonien. C'est de la mise en sachet calédonienne, quoi. En l'absence de protection de marché et pour éviter la concurrence made in Indonesia ou China, Johan crée son propre réseau de vente et produit des modèles originaux. Mes clients, principalement, ce sont des gens de passage métropolitains qui viennent travailler ou qui viennent pour les vacances voir leur famille. Souvent, c'est des gens qui ont fait un séjour assez prolongé en Calédonie d'1 an ou 2 ans. Donc des instituteurs, des infirmières, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de gendarmes, beaucoup de militaires. Et c'est principalement ça ma clientèle. Elle, ce qu'elle fait, c'est unique, donc elle n'a pas vraiment de concurrence. Et puis moi, j'ai une concurrence, mais en même temps, je fais des choses, des designs qui ne sont pas faits, donc ça marche quand même, quoi.
Et puis il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés sur le fait qu'ils préfèrent acheter quelque chose de plus cher calédonien que acheter du pas cher de Bali, quoi. Donc aujourd'hui, seule l'originalité et la qualité du travail de ces artisans d'art du pays leur permet de faire face à la concurrence made in Asia. Alors Madame Marie-France Buchy, on le voit à travers le reportage que des artistes, des sculpteurs comme Johan essaient de trouver des combines pour s'en sortir et faire face à cette concurrence à bas prix venue d'Asie. Peut-être une petite réaction par rapport à ce que vous avez vu à travers ce reportage? Déjà, Johan, c'est un bon sculpteur. Et c'est vrai que pour lui, c'est difficile de lutter contre ces objets qui viennent de l'extérieur parce que c'est une concurrence déloyale. Donc, c'est un temps de travail, et il est tout seul. Donc, évidemment, quand il vend une sculpture, vous avez le temps de travail qui apparaît sur le prix de la sculpture. Donc, quand vous voyez les prix des objets qui viennent de l'extérieur, vous ne pouvez pas vous battre contre ça, c'est pas possible. Après, ma foi, les gens Et il faut aussi que ces personnes-là aient la possibilité de montrer ce qu'elles font sur le marché, ce qui est fait ici, justement pour que nos clients aient le choix entre l'importation en achat ou l'artisanat calédonien. Alors vous le dites, dans l'esprit en tout cas, cette concurrence-là, elle est déloyale, mais elle est légale. Est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur ce dossier, sur cette idée de protection du marché? Non, pas du tout, mais je souhaiterais tout de même qu'on fasse quelque chose pour protéger justement l'artisanat calédonien, parce que ce qui est sculpture, tout ce qui est le domaine de la sculpture, ça appartient à la Calédonie. Donc ça doit rester pays. Ça doit rester à l'intérieur du pays. Ça ne doit pas sortir et nous revenir dessus sur le marché. Okay. Donc vous l'avez dit, pour aider les artisans d'art en Nouvelle-Calédonie, il faut les rendre plus visibles. Alors est-ce que le doc Artifé entre dans cette démarche-là? Oui, alors ça c'est bien que vous abordiez cette question-là parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a plus de 430 artisans d'art en Nouvelle-Calédonie et aux îles. Le doc Artifé ne reflète qu'un tiers de ces 400 personnes. Or, bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je n'ai pas connaissance de tous ces projets, mais il y a quand même des projets en ce moment qui devraient sortir de leur dossier en complément de ce que vous voyez Artifé. Donc il y a d'autres projets artisanaux qui vont se faire sur la place. Et c'est bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore plus de 350 artisans qui sont encore à l'extérieur. Nous, on ne peut pas prendre tout le monde, on ne pourra pas prendre tout le monde. Donc il faut d'autres structures pour accueillir ces personnes-là. Et peut-être qu'à partir du moment où ces personnes-là vont être présentes sur le marché, l'artisanat d'art, elle aura plus artisanat d'art, elle aura plus d'impact sur le touriste, sur les gens de passage. Et que peut-être que nos artisans, pourront commencer à pouvoir vivre de leur métier. Après, ça laissera le choix aux gens d'opter pour l'importation ou pour l'artisanat local. Mais moi, je pense qu'il faut une protection tout de même là-dessus. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'argument qui nous dit qu'on est obligé, les importateurs importent parce que la quantité produite au niveau des produits artisanaux d'art en particulier ne suffisent pas pour satisfaire la clientèle? Mais je pense que ça, c'est pas à eux de décider. Hein. Y a pas. Il y a d'autres artisanats qui peuvent aussi être sur le marché. C'est pas parce qu'il y a un manque quelque part qu'il faut ouvrir les portes à du n'importe quoi. Okay. Dans tous les métiers qui existent sur le territoire, il y a de quoi faire. Alors, on a compris, il faut un peu plus de visibilité. Par rapport au doc Artifé, est-ce que vous avez pu noter, depuis l'ouverture décembre 2016, est-ce que vous avez pu noter un taux de fréquentation, notamment au niveau des touristes, des croisiéristes, qui a augmenté ou pas? Oui, quand on a ouvert, en fait, c'est vrai que personne ne nous connaissait, qu'on ne s'est pas fait de publicité non plus, ça a été le bouche à oreille.
mais on a quand même fait une bonne fin d'année, un bon début d'année. Là, on en tirait hier soir encore en réunion le bilan jusqu'en fin février. Nous sommes tout de même satisfaits de la fréquentation du dock. On s'est aperçu aussi que même, puisqu'on entendait dire que les touristes australiens ils n'achetaient pas, eh bien, on a des touristes, quand il y a les bateaux, on a des touristes australiens qui viennent au dock et que même si le dollar est en dessous du franc CFP, qui viennent acheter. Bon, c'est pas une majorité, mais n'empêche que c'est une clientèle tout de même, tout doucement, qui arrive au dock. Et nous, la fréquentation, elle a augmenté. Madame Buchy, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous vivez de votre art et qu'en est-il des autres artisans d'art que vous connaissez? Alors moi, j'ai la chance d'avoir pu vivre de mon artisanat depuis 35 ans. Bon, ça a été très difficile, hein, puis je ne vous cache pas qu'il y a des hauts et des bas, c'est en temps de scie. Hein. Mais j'ai pu vivre de mon artisanat pendant 35 ans. Et par contre, pour d'autres artisans, j'admets que c'est très difficile, surtout actuellement. Même il y a encore quelques années, c'est très difficile parce que d'abord il n'y avait rien pour les représenter. Maintenant il y a quelque chose. On a un dock, on a une structure qui existe, mais il y a d'autres artisans qui ont besoin de vivre. Et donc il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc comment voulez-vous que ces artisans puissent vivre de leur artisanat quand il n'y a pas de structure pour pouvoir le montrer cet artisanat, pour pouvoir le gérer et pour pouvoir le vendre? Alors Madame Buchy, cela explique en partie le fait que pour un artisan d'art aujourd'hui, il est difficile aussi de transmettre son savoir et trouver une personne pour reprendre le métier, reprendre la profession. Donc c'est le cas pour vous, je pense? Oui. Alors là, moi, c'est un gros problème. Moi, c'est carrément une porte qui se ferme parce que la pierre, c'est un des métiers les plus difficiles. C'est un métier très physique. Je ne suis pas grosse, hein, mais ça ne veut rien dire. Ce sont des techniques, en fait. Mais c'est très, très physique. C'est très dur, c'est très long. J'estime que pour faire une formation professionnelle, j'en ai fait, puisque pendant très longtemps, pendant 10-12 ans, j'avais quand même 4 employés, 5 avec moi. Donc, mais ça n'a jamais intéressé personne. Pourquoi? Parce que c'est un investissement lourd, c'est un travail très dur, et qu'au moment où moi j'ai arrêté, d'ailleurs j'ai arrêté mes employés quand l'artisanat a chuté, quand les importations ont commencé à rentrer en quantité. Et donc on a vu nous chuter nos ventes, etc. Et à partir de là, on a vu l'artisanat disparaître, tout doucement. Bon, Madame Buchy, on va en reparler après ce reportage que je vous propose qu'on regarde ensemble. On a suivi un potier du côté de Dembéa et lui, il a de la chance d'avoir pu trouver un réseau pour pouvoir transmettre son savoir-faire et faire perpétuer un petit peu ce métier-là. Il est potier, il s'appelle Gaël. Et donc je vous propose qu'on regarde son portrait ensemble. Il peut y avoir un peu d'air dedans. Et du coup, l'air, elle est évacuée par le mouvement de rotation. Et puis ça va lui donner un peu de souplesse pour le tournage, parce qu'on tourne autour d'un axe dans ce mouvement. Et c'est l'axe qu'on va garder pour le travail autour. Gaël est artisan potier. Il fait partie des rares personnes à exercer ce métier millénaire de manière professionnelle ici au pays. Dans son atelier de Dembéa, il accueille depuis 2 ans son élève Baptiste, une manière de développer et perpétuer cet art en perdition. On est de moins en moins nombreux. Il y a eu un petit engouement dans les années 70 pour la poterie, et puis depuis, l'industrialisation a vraiment fait disparaître ce métier-là. Donc il faut vraiment être à contre-courant un petit peu pour continuer à transmettre ces gestes-là qui existent depuis la nuit des temps et qui sont en train de se perdre, quoi. Il y a des écoles qui forment au tournage. En France notamment, j'en connais, qui a un CAP de tournage. Donc la transmission, elle peut se faire par ce biais-là. Maintenant, la technique du tour, c'est vraiment une toute petite partie du métier. Et ça ne suffit pas à faire tourner un atelier. Donc la transmission, elle se fait forcément
par un apprentissage dans un atelier avec un potier. Après, on n'est pas à l'abri d'apprendre des choses tout seul, mais c'est vrai que le moyen de transmettre, c'est avant tout un apprentissage au sein d'un atelier avec un professionnel, quoi. Avant de lui aussi commencer à produire, Baptiste était conscient des investissements que demande la pratique de la poterie. Les plus gros investissements, comme on disait, c'est le four. C'est un four à gaz, c'est ça qui revient le plus cher. C'est pas... Voilà. Après, c'est surtout de l'investissement personnel, du temps. Il ne faut pas chercher à compter toutes ces heures parce que c'est impossible. Baptiste a eu la chance de tomber sur un four d'occasion. Autrement, pour un four neuf, le prix peut facilement atteindre 2 millions de nos francs. Même pour écouler leurs produits, les artisans doivent souvent payer des stands dans les marchés, les foires ou les salons, ou encore quand ils le peuvent, louer des emplacements dans les galeries pour leurs expositions et leurs ventes. Cet artisan travaille la nuit comme infirmier. Jusqu'aujourd'hui, Gaël n'a jamais pu vivre de son art. Même quand on est confirmé, c'est rare qu'on puisse s'en sortir vraiment financièrement. Ouais. C'est une activité d'appoint, mais qui demande un investissement complet. Souvent, les potiers, d'ailleurs de façon internationale, ils arrivent à en vivre pleinement avec une activité d'enseignement, quoi. Et au final, ils passent la moitié de leur temps à enseigner et l'autre moitié à produire. Moi, j'ai fait le choix de garder un métier de nuit à côté pour pouvoir justement ne transmettre qu'à des gens vraiment motivés pour apprendre un métier, donc de façon très ponctuelle. Quant à Baptiste, la question de pouvoir vivre de son art aujourd'hui le fait sourire. J'aimerais bien, mais c'est loin d'être le cas. Non, ça part vraiment au compte-gouttes. C'est vraiment une pièce par-ci, une pièce par-là. Alors c'est vrai, un peu plus au salon parce que les gens ils viennent chercher des produits locaux et artisanaux, donc ils ne sont pas choqués par les prix, contrairement au marché de Port-Moselle où il y a beaucoup de gens qui importent des choses venant de pays asiatiques défiant toute concurrence au niveau des prix. Face à ça, nous, il y a beaucoup de touristes qui font demi-tour devant le stand. Ouais. Selon les deux artistes, l'artisanat d'art en Nouvelle-Calédonie manque de reconnaissance et de distinction. Conkurrencé par les importations et confondu avec les productions de loisirs, seul un vrai label pourrait relancer l'intérêt et l'engouement pour ces vieux métiers. Alors Madame Buchy, ici en Nouvelle-Calédonie, environ un quart des artisans d'art ont plus de 60 ans. Vous avez vous-même 63 ans. Vous me disiez tout à l'heure que votre activité, votre profession de lapidaire, ici au pays en tout cas, risquait de disparaître avec vous. Comment on fait pour former la nouvelle génération ici au pays? Alors, bon, moi c'est clair, le jour où je ferme les portes, il n'y a plus le travail de la pierre, ça s'arrête derrière moi. Maintenant, pour former des personnes, il n'y a pas de structure, donc il faut que ce soit l'artisan lui-même qui fasse les formations professionnelles. Maintenant, je ne sais pas si ça existe des organismes pour pouvoir aider l'artisan au niveau financier, parce qu'une formation professionnelle, ça représente du temps et de l'argent. C'est vrai qu'on le voyait, pardon je vous coupe, non. On voyait à travers le reportage, à travers le portrait de Gaël, que lui il avait trouvé un petit peu le bon créneau, si on peut dire ça comme ça. Il travaillait de nuit, il est infirmier, et puis la journée donc il pouvait se consacrer à son art et puis consacrer à la transmission de son savoir-faire. Du coup, l'aspect temps, c'est vrai que c'est très important, quoi. Oui, mais ça veut dire que c'est un artisan qui ne vit pas de son art. Il est obligé d'avoir un travail à côté pour pouvoir vivre ou survivre. Okay. Alors justement, par rapport à cet argument-là, comment vous avez fait pour pouvoir vivre de votre métier pendant ces 35 ans? Alors c'est simple, c'est clair. C'est que pour pouvoir vivre et survivre pendant 35 ans, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Bon, comme je le disais au tout début, on est obligé de passer par les techniques. Parce que sans les techniques de base, on ne peut rien. Après, une fois qu'on maîtrise les techniques, il faut chercher autre chose et passer d'une forme à l'autre. Si on sait passer au-delà de toutes ces transformations, ça permet de trouver des débouchés quand vous avez
une matière, par exemple, qui stagne, ou une forme d'objet qui stagne, et ben c'est là aussi où la créativité, elle apporte quelque chose, parce que ça vous permet de faire autre chose. On voyait aussi à travers le portrait tout à l'heure de Yoann que lui aussi, il avait misé sur la diversification, sur l'originalité pour pouvoir vivre de son métier, pour écouler ses produits. Alors Madame Buchy, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Au cœur de l'économie.